Merci de nous rejoindre sur BFM Paris Île-de-France. Emmanuel Macron réélu avec 58,4% des suffrages exprimés selon nos dernières estimations. Marine Le Pen obtient 41,6% des voix. Votre soirée électorale avec tous les résultats à l'issue de ce second tour de la présidentielle. Les résultats chez vous, dans vos départements, vos communes. Quelles conséquences, quels enseignements dans notre région? On verra cela avec mes invités en plateau. Et Alexis Elisabeth de notre service politique. Nous sommes également au plus près de chez vous avec nos reporters à Paris, au Champ de Mars, là où sont rassemblés les partisans d'Emmanuel Macron, en Seine-Saint-Denis ou encore dans les Hauts-de-Seine. Nous ferons le tour de l'Île-de-France évidemment. Toujours à vos côtés. C'est parti, on y va. Voici le visage du président de la République, Emmanuel Macron, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 58,4% des voix. Ce sont nos toutes dernières estimations. Marine Le Pen obtient 41,6% des suffrages exprimés. Votre soirée électorale en Île-de-France, elle se déroule notamment au Champ de Mars dans le 7e arrondissement. On retrouve notre reporter Constance Bostoen. Constance, c'est là que sont rassemblés les partisans d'Emmanuel Macron qui fête la victoire ce soir. Oui, exactement, Marguerite. 2000 partisans sont réunis ici. Moi, je suis avec Georges, qui est un partisan de la première heure. Georges, comment est-ce qu'on se sent ce soir après la victoire d'Emmanuel Macron? Je suis à la fois heureux et soulagé, bien évidemment. Heureux parce qu'Emmanuel Macron mérite sa victoire, parce qu'il a magnifiquement géré sur le plan économique et social la crise de Covid, qu'il a réformé la France tout en protégeant les plus faibles et qu'il a fait bouger l'Europe et amené l'Allemagne notamment à accepter un plan de relance. Et en plus, je pense que dans le contexte actuel, il nous évite d'avoir le cheval de Troie de Poutine à la tête de la France. Donc c'est très bien, non seulement pour la France, mais pour l'Europe et pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on attend des 5 prochaines années d'Emmanuel Macron? Eh bien, qu'il puisse continuer, parce qu'il a quand même été pas mal embêté par le contexte, à mener ses réformes pour que la France se renforce sur le plan économique et rééquilibre sur le point de vue social le statut des plus faibles et en même temps fasse la transition écologique sans nuire à notre compétitivité. Merci beaucoup, Georges. Alors ici, un large dispositif de sécurité a été déployé pour la soirée. Le dispositif est en place depuis 16 heures. Il devrait rester effectif jusqu'à 4 heures du matin demain. Et de nombreux militants nous ont annoncé qu'ils comptaient faire la fête jusqu'au bout de la nuit ici. Un large dispositif, donc faites attention si vous habitez à Paris. Le quartier est bouclé, d'autant qu'Emmanuel Macron devrait arriver d'ici quelques instants sur le Champ de Mars. Merci beaucoup Constance Bostoen, Emmanuel Macron, donc en route vers le Champ de Mars. Merci d'avoir été avec nous, Constance, de nous faire vivre l'atmosphère dans le 7e arrondissement de la capitale, quartier bouclé, je vous le rappelle pour les franciliens qui voudraient se rendre dans le secteur. Préférez un itinéraire bis. On est aussi là pour vous donner les infos pratiques ce soir, au-delà de la soirée électorale. On va quand même revenir sur les résultats avec Emmanuel Macron, donc réélu avec 58,4% des voix. Marine Le Pen, vous le voyez sur votre écran, 41,6% des voix. Alexis Elisabeth, on va faire l'analyse, le décryptage de ces toutes dernières estimations et on va pouvoir les comparer aussi puisqu'on a de premières estimations franciliennes. Oui, on a les premières estimations selon Elab pour BFM TV pour l'Île-de-France, ou en tout cas pour l'agglomération parisienne, ce qui représente à peu près 90% des habitants de la région. Et là, le résultat est assez net, puisque c'est 70% des franciliens qui ont voté pour Emmanuel Macron contre 30% pour Marine Le Pen. L'écart s'est tout de même resserré depuis 2017, puisqu'en 2017, 78%, plus de 78% des franciliens avaient donné leur voix à Emmanuel Macron et 21,27% avaient donné leur voix à Marine Le Pen. Donc on voit que l'écart s'est resserré comme au niveau national. Et puis, il y a un troisième homme, finalement, troisième femme de cette présidentielle, c'est
l'abstention, puisqu'on a pour le moment le niveau national, on n'a pas encore le niveau francilien, même s'il ne devrait pas être très bon, puisque la Seine-Saint-Denis notamment est le département qui s'est le moins déplacé. Mais donc on a cette abstention qui est de 28% en 2022, donc 72% de participation contre plus de 77% de participation en 2017. Donc beaucoup de Français qui se sont abstenus. Merci beaucoup Alexia Elisabeth pour ce décryptage. Nous sommes en plateau avec mes invités ce soir. Danielle Simonet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère de Paris, la France Insoumise, élue du 20e arrondissement. Vous êtes accompagnée en face de vous d'Aymeric Durox, toujours avec nous, conseiller régional Île-de-France et délégué départemental en Seine-et-Marne. Dorian Dreuil, merci de nous accompagner. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et coprésident de l'ONG À Voter. Aymeric Durox, ce que disait Alexia Elisabeth à l'instant, la faible participation, l'énorme abstention, évidemment, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen a eu du mal à mobiliser, que finalement elle avait peu de réserve de voix ? Je l'ai déjà dit, c'est le système qui est mal fait. Les Français ont l'impression que même en se déplaçant, ils se prendront un barrage médiatique, un barrage de classe aussi, qui les dégoûte et qui ne les incite pas à aller voter. En plus, on peut rajouter, bien sûr, tous les blancs et les nuls qui ne sont pas comptabilisés. En réalité, les suffrages exprimés seront encore plus bas. Donc mais oui, c'est un problème. Bien sûr, oui, mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas, et ils se reconnaissent évidemment encore moins dans le projet délétère et catastrophique de M. Macron pour notre pays. Donc je crois qu'il faut changer le système. Il faut une proportionnelle ou un système à l'anglaise avec le premier qui gagne tout dans les circonscriptions. Mais sur le résultat de l'élection lui-même, ce qu'il dit quand même quelque chose, 58% des voix pour Emmanuel Macron, 58,4 même, 41,6 pour Marine Le Pen. Il y a quand même un sacré écart. Quelle leçon vous en tirez au Rassemblement national ? La leçon, c'est qu'on a progressé de plus de 10 points. Et si on progresse de 10 points tous les 5 ans, la prochaine fois, on sera au pouvoir. La réalité, c'est que M. Macron aussi est aidé par la classe dominante. Et il est aussi aidé, je suis désolé, j'ai Mme Simonet en face de moi, mais il est aussi aidé par les insoumis, qu'on peut qualifier, pour reprendre le vocabulaire marxiste, de sociotraîtres. Parce qu'ils ont voté pour une campagne et un programme de casse sociale. Et ça, ils devront rendre des comptes aux Français. Danielle Simonet, on vient de vous accuser d'être un social traître. Oui, non mais écoutez, ce soir Le Pen est battue, ce qui est une bonne chose. Et ensuite, le score d'Emmanuel Macron montre qu'en fait, il est le président de la République le plus mal élu de la Ve République. Parce que vous avez dit, une abstention massive, des blancs et nuls en grand nombre. Et oui, à travers celles et ceux qui ont utilisé le bulletin de vote Macron, eh bien, beaucoup l'ont fait pour faire barrage à l'extrême droite. Et on voit bien que c'est aussi tout le scandale de la Ve République qui fait que cette monarchie présidentielle impose par ce scrutin uninominal à 2 tours, eh bien que Madame Le Pen et Monsieur Macron, qui ne représentaient qu'un tiers des électrices et électeurs inscrits au premier tour, se retrouvaient seuls au niveau de ce 2e tour. Bon. Maintenant commence ce soir un 3e tour, extrêmement important. Ce 3e tour de l'élection présidentielle, ce seront les élections législatives des 12 et 19 juin. Qui ont lieu donc dans cette semaine. Exactement. Et nous avons cette semaine pour empêcher Macron de garder les pleins pouvoirs et faire en sorte qu'il y ait une majorité alternative et qui permette d'élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Danielle Simonet, où en sont les discussions ? Puisque très clairement, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné comme la force pivot de la gauche. Est-ce qu'il va y avoir cette union populaire ? Où en sont les discussions, notamment avec le Parti communiste, les Verts, le NPA ? Alors moi, je suis extrêmement confiante. Déjà, on voit depuis le lendemain en fait, du premier tour des élections présidentielles, beaucoup d'hommes et de femmes ont rejoint la démarche de l'Union populaire. Et partout dans toute la France, on a vraiment des militants, des militantes qui affluent pour dire, voilà, on veut s'y impliquer, on veut s'engager. Il y a les militants, mais vous savez que des citoyens, je veux dire. Non, des citoyens avec des parcours et des histoires différentes. Après, il faut ensuite, nous avons, bien sûr, nous proposons un accord stratégique. Et nous proposons, que ce soit Europe Écologie Les Verts, que ce soit Parti communiste français ou NPA, nous leur disons, voilà, nous proposons Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Êtes-vous d'accord ou pas ? Et nous proposons un accord stratégique pour gouverner. Souhaitez-vous être d'accord pour gouverner avec, évidemment, une cohérence programmatique ? La retraite à 60 ans. Imaginez, nous pourrons mettre en place le SMIC à 1 400 €. Nous pourrons instaurer le référendum d'initiative citoyenne, mettre en place une allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation, engager la bifurcation écologique. Parce qu'on le sait pertinemment ce soir,
Macron va poursuivre à la fois la politique de violence sociale et d'inaction climatique. Mais concrètement, ça voudra dire qu'il y aura une liste commune. Ah, c'est ce que nous proposons. Nous proposons à toutes celles et ceux qui souhaitent qu'il y ait une véritable politique différente dans ce pays. Parce que vous savez, le GIEC nous l'a dit, on n'a pas 5 ans, on a 3 ans pour agir. Et quand vous voyez la casse sociale que Macron a mis en place, il faut tout de suite, au contraire, redévelopper nos services publics, l'hôpital, la santé, l'école. Il faut au contraire avoir une politique de solidarité et de redistribution des richesses. Mais alors, comment réussir à remobiliser pour les législatives? On l'a vu pour la présidentielle, pour le premier tour en tout cas, il y a eu quand même un taux d'abstention assez important, même si beaucoup de gens se sont déplacés pour aller voter au premier tour. Comment est-ce qu'on remobilise pour les législatives qui font se déplacer beaucoup moins les électeurs? Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on est déjà dans une situation totalement différente par rapport à celle de 2017. Moi, j'avais pas vu, au lendemain de 2017, autant d'affluence pour pouvoir continuer la bataille. Et cette question même du 3e tour, ce slogan du 3e tour, et de se dire, ben voilà, le bloc populaire qui représente le score qu'a pu faire Jean-Luc Mélenchon est en capacité de pouvoir être majoritaire. C'est un magnifique espoir qui s'est soulevé le soir du premier tour de la présidentielle. Et on sent véritablement que beaucoup ont envie, justement, de se donner les moyens. Et vous savez, il y a 4 blocs en ce moment dans le pays. Il y a le bloc de l'extrême marché d'Emmanuel Macron, le bloc de l'extrême droite, le bloc populaire, et le 4e bloc, c'est les abstentionnistes. Et nous, nous disons, mobiliser les abstentionnistes pour pouvoir changer le cours de l'histoire, c'est possible le 12 et 19 juin prochain, et c'est notre objectif. Dorian Breuil, vous pensez que ce 3e tour, ce slogan va fonctionner, que les citoyens... Oui, il a déjà fonctionné, puisqu'il ne s'est pas écoulé encore 1 heure, qu'on a déjà basculé dans les élections législatives. Et le 2e tour n'était pas passé, qu'on parlait déjà de... Oui, alors il y a un enjeu aussi, c'est de rappeler la date limite d'inscription sur les listes électorales, ou la date limite avant laquelle on peut changer ces informations électorales. Parce qu'on a quand même un bug démocratique aujourd'hui dans notre pays qui fait que vous avez plus de 7 millions de personnes qui sont considérées comme mal inscrites sur les listes électorales. Ce n'est pas sans lien avec l'abstention, parce qu'on estime, nous en tout cas avec à voter les chercheurs avec qui on travaille, ont pu mener des enquêtes qui montrent que être mal inscrit sur les listes, c'est 3 fois plus de chances de s'abstenir. Donc la date, c'est de mémoire le 4 et 6 mai. Donc c'est d'ici là aussi qu'il faut battre le rappel pour que chacun puisse être en capacité de voter le jour J. Et après, il y a un enjeu de pédagogie. Sur ce que sont les élections législatives, sur comment fonctionnent nos institutions, parce qu'on le voit, on le sait sur le terrain ou dans les enquêtes, il y a une manque de clarté de qu'est-ce que le pouvoir législatif, comment il peut travailler, comment il peut fonctionner. On connaît mal le rôle de chacun, c'est ça? On connaît mal le rôle de chacun, on connaît mal la séparation, la répartition des différents pouvoirs, et je pense que c'est important pour les organisations de la société civile organisée ou les partis politiques de faire ce travail de pédagogie pour redonner de la lisibilité dans le pouvoir, et quand on redonne de la lisibilité dans le pouvoir, on redonne envie d'aller voter, parce que du coup le bulletin, pas juste un bulletin parmi des millions d'autres, il a une traduction politique concrète. Merci beaucoup Dorian Breuil. Quels sont les résultats du vote chez vous, dans vos villes, vos communes, dans les départements? Garance Abespil nous accompagne tout au long de la soirée. Garance, depuis la rédaction de BFM Paris Île-de-France, tu nous donnes tous les résultats près de chez vous. On les reçoit au compte-gouttes ce soir, Garance. Oui, effectivement, Marguerite, on reçoit notamment des résultats du côté de l'Essonne. On commence avec Auvergnat, où Marine Le Pen arrive en tête des suffrages avec 53,80% des voix. Emmanuel Macron arrive juste derrière avec 46,20% des suffrages. À La Forêt-Sainte-Croix, toujours dans le département de l'Essonne, au premier tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête. Eh bien, ce soir, les résultats n'ont pas changé. Emmanuel Macron arrive premier avec plus de 58% des suffrages. Marine Le Pen, quant à elle, récolte 41,38% des voix. Et enfin, à Prunay-sur-Essonne, Marine Le Pen récolte 53,29% des voix. Emmanuel Macron, lui, arrive juste derrière avec 46,71% des suffrages. Ce qu'il faut noter, évidemment, aussi dans ces 3 communes, c'est que l'abstention s'élève aux alentours de 20% dans ce département qui avait plutôt plébiscité au premier tour Jean-Luc Mélenchon.
Merci beaucoup Garance Amespil et on te retrouvera tout au long de la soirée sur BFM Paris Île-de-France pour donner les résultats aux Franciliens, chez eux, proches de chez vous, dans vos communes, vos départements. Aymeric Durox, vous êtes conseiller régional Île-de-France en Seine-et-Marne. Le résultat de Marine Le Pen va avoir quel impact pour la suite, pour ces législatives qui arrivent dans cette semaine ? Un très bon impact, je crois. Je crois que nous avons prouvé ce soir, comme depuis la fin du premier tour, que nous sommes en réalité la véritable force d'opposition, celle qui s'est jusqu'au bout opposée à M. Macron et à son projet délétère, et non pas comme la France soumise, qu'on peut qualifier maintenant, soumise au marché. Vous savez toujours la même chose. Oui, mais c'est la même chose. Vous avez, madame, je suis en train de parler, madame, je vous ai pas interrompu. Merci de me laisser parler. Les Français se rappelleront de vos appels à voter pour Macron. Tout à fait. Et je crois que cela se ressentira sur vos votes. Je rappelle qu'il y avait 50% des votes pour M. Mélenchon qui étaient du vote utile, donc ils ne se reporteront pas sur lui. Je rappelle que la gauche réunit à peu près au premier tour environ 30% des voix, ce qui est très peu. On imagine mal comment il pourrait passer de 30% à 50%. Donc tout ça est une vaste plaisanterie. Ils ont choisi la gamelle d'avoir un peu plus de députés plutôt que l'intérêt du pays, et je crois que les Français ne le supporteront pas. L'enjeu pour vous, là, pour ces législatives, c'est de convaincre et aussi d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez faire des alliances pour y parvenir ? Alors, enfin, en effet, ce serait normal d'avoir un groupe pour tous les Français que nous représentons. Je crois que même vous seriez d'accord avec ça. Et nous sommes pour la proportionnelle. Donc, qu'il y ait aussi plus de députés insoumis, ça ne me dérange pas. Pas du tout. C'est la démocratie. Par contre, qu'on n'ait que 7 députés, c'est absolument honteux. C'est peut-être pour ça que les gens ne se déplacent pas. Donc, il y aura peut-être des alliances, en effet, au cas par cas, avec des gens... C'est-à-dire au cas par cas. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont déjà approché, des personnalités politiques ? Non, pas spécialement. Mais si vous imaginez peut-être Reconquête ou DLF... Oui, parce que Éric Zemmour appelle carrément à une union de la droite. Oui, c'est dans son intérêt. Au sens large. C'est dans son intérêt. Nous représentons le bloc populaire, le véritable, et donc on ne veut pas spécialement entendre parler de droite ou de gauche. On veut protéger les Français. Et il y aura peut-être, voilà, au cas par cas, selon certaines circonstances, si ici une alliance peut faire gagner un candidat patriote, alors pourquoi pas. Voilà, il n'y aura pas d'accord a priori d'appareil, mais des accords ici ou là en fonction des circonstances. Daniel Simonet. Écoutez, l'extrême droite et la candidature de Marine Le Pen, on le voit depuis la candidature de Le Pen père, sert finalement à ce que M. Macron soit réélu. Voilà. Bon, parce que, en fait, c'est l'idiote utile du système. Et on a bien vu d'ailleurs pendant ces 5 années, toute la politique d'Emmanuel Macron a été à la fois évidemment une casse sociale sans précédent, une politique ultralibérale extrêmement violente. Et ensuite, c'est une politique également qui a cherché à faire monter aussi, et qui a contribué à faire monter l'extrême droite. Et l'éclatement de la gauche aussi, il y a pour quelque chose. Bien sûr, mais que ce soit, je veux dire, les appels du pied de M. Macron à l'extrême droite, quand il pouvait parler, par exemple, de la réhabilitation de Pétain, ou à travers la loi sur le séparatisme, on sait qu'il a servi à cela. Ensuite, vous avez vu... On nous a joué une pseudo-dédiabolisation de Marine Le Pen vue à droite, à gauche avec ses petits chats pour qu'en fin de compte, on sache pertinemment que c'était exactement le même programme qu'elle a pu avoir précédemment. Et finalement, dans le débat d'ailleurs entre Macron et Le Pen, on a vu qu'elle était incapable d'avoir un discours d'opposante à Macron, parce que sur les questions économiques et sociales, c'est le même programme libéral. C'était pif ou paf. Vous aviez Macron qui disait on va faire une prime à la discrétion des patrons, et puis finalement Marine Le Pen qui disait il y aura une augmentation de 10% des salaires à la discrétion des patrons. Voilà. J'ai une question à vous poser, puisque Emmanuel Macron va s'exprimer d'un moment à l'autre. Sur son pupitre est écrit « Nous tous ». Est-ce que vous attendez de lui une inflexion, un appel vers la gauche ? Écoutez, il n'a pas donné un seul signe lors du débat. Pas un seul signe. C'est-à-dire que pendant le débat, face à Marine Le Pen, il a au contraire montré qu'il continuerait la même politique antisociale. Puisqu'il a continué à dire, eh bien, qu'il irait vers l'objectif de la retraite à 65 ans. Il a continué à montrer que ce serait une politique d'austérité terrible. C'est pour cela que moi je dis à toutes celles et ceux qui regardent, allez-y. Il faut absolument... que vous vous mobilisiez en masse pour pouvoir faire gagner ce troisième tour. La bataille du troisième tour, elle commence ce soir. Et toutes et tous peuvent s'y impliquer. Et donc, rejoignez la démarche de l'Union populaire pour justement empêcher
Macron de garder le pouvoir. Et on va y revenir dans un instant. Avant cela, on va juste faire un petit détour par le Champ de Mars depuis le 7e arrondissement. Constance Bostoen, tu es sur place pour BFM Paris Île-de-France pour cette soirée électorale. Constance, le président de la République Emmanuel Macron va s'exprimer d'un moment à l'autre. Oui, il va s'exprimer d'un moment à l'autre d'ici quelques minutes. Mais en attendant, je suis avec des militants d'Emmanuel Macron avec vous. Qu'est-ce que ça fait, cette victoire? Comment est-ce qu'on se sent ce soir? On se sent soulagé, on se sent heureux, on sent vraiment... voilà, c'est un ouf de soulagement. On avait vraiment peur que le pouvoir soit donné à Marine Le Pen. On est vraiment heureux qu'on continue encore 5 ans avec Macron. Et voilà, tout simplement heureux et on va faire la fête ce soir. Et vous me disiez, vous étiez inquiet avant l'annonce des résultats. Vous, Antonin, vous étiez plutôt confiant. Vous, Max, vous étiez inquiet. Pourquoi? Au vu des sondages, on savait que les résultats étaient très serrés, enfin allaient être très serrés en tout cas. Voilà, il y a quelques points d'écart. On entend dans nos entourages aussi que beaucoup de personnes votent plutôt Marine Le Pen. On savait que ça allait être très serré et là on est satisfait et soulagé. Et qu'est-ce que vous attendez des 5 prochaines années avec Emmanuel Macron? Moi, j'attends qu'on continue sur cette lancée. J'attends qu'il fasse des efforts sur l'écologie surtout, qu'il tienne ses promesses et également qu'il continue sur l'Europe, sur le vivre ensemble et sur l'international, qu'il continue tous ces sujets-là. Et donc voilà, qu'il continue sur cette lancée, ce serait parfait. Okay, merci beaucoup. On va vous laisser profiter de la soirée. Emmanuel Macron devrait s'exprimer d'ici quelques minutes, je vous le disais. En attendant, faites attention si vous habitez dans le secteur. Un périmètre de sécurité a été déployé ici autour du Champ de Mars. Il devrait rester en vigueur jusqu'à 4 heures du matin. Merci beaucoup Constance Bostoen depuis le 7e arrondissement de la capitale. Alexis Elisabeth et Emmanuel Macron qui va s'exprimer d'un instant à l'autre et qui devrait s'adresser à ses opposants politiques. Eh bien, il a peut-être intérêt à le faire ce soir, puisque ce qu'on nous dit, notamment du côté de l'hôtel de ville, c'est que la cellule du centre de veille opérationnelle est un petit peu en attente justement de voir ce qui va se passer dans les rues de Paris ce soir, puisqu'il y a eu plusieurs appels à manifester dans les rues de la capitale. Donc voilà, ce centre de veille opérationnelle à l'hôtel de ville qui est en alerte, donc qui va guetter un petit peu ces mouvements sociaux. On voit donc Emmanuel Macron qui pourrait aussi s'adresser donc à ses opposants, des opposants qui aujourd'hui ont parfois voté pour faire barrage, donc des électeurs aussi bien de Jean-Luc Mélenchon que de la droite ou du Parti socialiste, voilà, qui ont voté Emmanuel Macron dans un esprit de front républicain, comme on appelle ça. Et donc voilà, aujourd'hui, s'il ne s'adresse pas à eux, ça risque de mettre très en colère ces personnes qui ont voté pour faire barrage. Et on suit évidemment avec attention cette actualité avec nos reporters sur le terrain. Partout en Île-de-France, Daniel Simonet, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon a fait de bons scores en Île-de-France. Il est même arrivé en tête dans plusieurs départements, au coude à coude avec Emmanuel Macron sur la région dans son entièreté. Comment capitaliser sur ces bons scores pour les législatives? Alors justement, c'est cette stratégie de dire le 3e tour est possible. C'est-à-dire qu'il est possible, mais pas tout par nos bulletins de vote, dans l'urne, de faire en sorte qu'il y ait justement un bloc de l'Union populaire élargi. Déjà, vous avez un objectif qui est les abstentionnistes, encore extrêmement nombreux au premier tour de l'élection présidentielle, parce que les abstentionnistes du 2e tour, c'est un autre sens. Eh bien, il faut qu'on continue à faire ce travail de conviction. Et on a vu que le premier tour des présidentielles, vous aviez énormément de participation dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, parce qu'il y avait un espoir fou à travers le programme L'Avenir en commun, porté par Jean-Luc Mélenchon. Et bien, ce programme, exactement. Et bien, ce programme, nous pouvons l'appliquer au lendemain des élections législatives. C'est tout à fait possible, eh bien, de reléguer Macron à un tout petit rôle d'un monarque accessoire et faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre du peuple, eh bien, soit en capacité d'appliquer. Vous imaginez, ça veut dire que le 19 juin, on peut mettre en place la retraite à 60 ans. On peut faire en sorte que sur l'ensemble des éléments de programme, la vie change. Cette union populaire est possible si tout le monde se met d'accord. Il y a des discussions, je le disais, avec les Verts, avec le NPA, le Parti communiste.
et le Parti socialiste. C'est une force qui est très ancrée localement, donc qui a son importance pour ces élections législatives. Alors, je pense que c'est une force qui est, qui appartient surtout au passé, parce que vous avez bien vu les scores d'Anne Hidalgo. Je pense que c'est un cycle qui se referme. Et c'est ça aussi l'événement historique de cette présidentielle. C'est un cycle qui se referme et qui doit beaucoup, en fait, à la politique de François Hollande. Mais si aujourd'hui des socialistes disent « Bon, bah, finalement, on est d'accord avec vous pour abroger la loi travail. On est d'accord avec vous, finalement, pour mettre en place la retraite à 60 ans. On est d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait se projeter dans une 6e République avec une assemblée constituante. À ce moment-là, tout est possible. Ce qui nous semble extrêmement important, c'est qu'il y ait vraiment une cohérence stratégique et programmatique, puisque nous allons avec l'objectif d'avoir une majorité pour gouverner. Donc vous comprenez bien qu'avec des partenaires, quand vous souhaitez une majorité pour gouverner, il faut donc un programme de gouvernement et il faut un programme commun. Cohérence. Malgré le rapport de force qui est clairement en la faveur de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, finalement, à gauche en tout cas, il y a quand même une très grande partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour qui ne sont pas des électeurs habituels de Jean-Luc Mélenchon. Et bien, détrompez-vous, et pourquoi, en fait. Pourquoi ne pas s'adresser à eux aussi? En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, certains ont pu avoir un cheminement qui était de dire on fait le vote utile qui permet de faire barrage à l'extrême droite dès le premier tour. Et puis ils ont regardé le programme, et puis ils ont écouté les meetings, et puis ils ont rejoint la dynamique. Vous aviez un sondage qui montrait que 80% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon l'avaient fait par adhésion au programme, ce qui montre une cohérence forte. Et moi je le vois sur mon arrondissement, le 20e, eh bien les scores de Jean-Luc Mélenchon, et même la progression, si vous totalisez toutes les voix de la gauche, eh bien on le fait grâce à la progression de Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers populaires, c'est-à-dire sur l'abstention, et donc pas sur un vote utile notamment. Merci beaucoup Daniel Simonet. Nous sommes aux côtés des Franciliens ce soir pour aller recueillir leurs réactions. On parcourt l'Île-de-France et nous sommes dans le 20e arrondissement, à la Bellevilloise, où l'on retrouve Laura Tapiro. Laura, c'est le soulagement qui domine ce soir à la Bellevilloise. À 20h, lors des résultats, ça a été une véritable effusion de joie ici. On a pu voir des personnes se lever, des personnes danser ou encore chanter. Une situation un petit peu paradoxale, puisque lors du premier tour, dans le 20e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 47,17% des voix, contre seulement 23,71% pour Emmanuel Macron. Rémi, justement, vous avez voté la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour. Vous pouvez nous expliquer alors cet enthousiasme ici ce soir, lors de l'annonce, lors des résultats? C'est vrai que c'est quand même un soulagement parce que ces dernières années, on a quand même vu des pays faire le choix de l'extrême droite. On a vu aussi les sondages se tromper rien qu'au premier tour avec certains candidats. Donc il y avait quand même un soulagement de voir que les valeurs républicaines étaient garanties quand même par l'élection de Macron, même si ça reste quand même pas le projet initial que moi j'avais choisi en tout cas. Comment vous avez réagi quand vous avez vu les résultats ? C'était quand même un soulagement parce que, en plus, comme je suis fonctionnaire, forcément, j'avais encore plus une appréhension. Je pense que, vu mon statut, je pense qu'une élection de Marine Le Pen aurait pu encore plus m'affecter. Je pensais à mes amis, à plein de, je suis prof, je pensais à mes élèves dans le 93, à beaucoup de choses comme ça. En tout cas, il y avait quand même un soulagement de me dire que voilà, on avait quand même fait le moins mauvais choix. Voilà. Comment ça va se passer pour vous cette fin de soirée? Qu'est-ce que vous allez faire? Là on attend justement le discours de Macron et puis je pense qu'on va quand même un peu essayer d'arroser ça, peut-être autour d'une bière, manger et puis essayer de passer à autre chose parce que cette période électorale n'aura pas répondu à toutes nos attentes. Voilà. La petite terrasse dehors, c'est ça? Oui, exactement, début du printemps, donc il fait pas trop mauvais à Paris, on va essayer d'en profiter. Merci beaucoup Rémi. Vous l'avez donc compris, cette soirée elle a été importante pour les Parisiens, pour les Franciliens. On a voté, on a eu notre choix, notre président, ça y est, c'est bon. Et voilà, ces Parisiens, ils vont quand même profiter aussi un petit peu de cette soirée, dehors, boire un verre, se détendre un petit peu. Aymeric Durox, le soulagement à Paris, on l'a vu en Ile-de-France, le score de Marine Le Pen, tu peux nous le redonner rapidement Alexia? Oui, le score de Marine Le Pen, c'est 30% en Ile-de-France contre 70% pour Emmanuel Macron. Ça va être compliqué, cette campagne vers les législatives pour le Rassemblement national. Un peu parce que vous aviez dit que c'était 30% dans l'agglomération. Je pense que si on prend toutes les franges périphériques de l'Île-de-France, la Seine-et-Marne et autres, on peut monter à bien plus. Donc évidemment, l'Île-de-France, c'est pas notre force principale, mais je voudrais quand même rappeler que la vraie leader de l'opposition,
c'est Marine Le Pen, évidemment. Elle fait 42%, donc on peut très bien imaginer une centaine de députés. Nous ne sommes que 6, on ne peut pas faire un roulement. Donc évidemment, on peut imaginer une centaine de députés patriotes, et c'est normal et c'est légitime. Avec, pourquoi pas, je crois que c'est ce qu'ils feront, une cinquantaine de députés insoumis. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir pour cette soirée électorale. Danielle Simonet, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement La France Insoumise, Aymeric Durox et Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'être avec nous pour vivre cet événement en direct depuis notre région. Emmanuel Macron, réélu donc président de la République avec 58,4% des voix. Ce sont nos dernières estimations. Comment les Franciliens ont-ils voté ? On vous donnera les résultats au plus près de chez vous, évidemment. Toutes les réactions aussi dans notre région. On se retrouve après une courte pause sur BFM Paris Île-de-France.